Bonsoir à tous et merci d'être venus à cette conférence organisée par l'aumônerie des étudiants et jeunes professionnels de Sophia Antipolis. Il y a beaucoup de nouvelles têtes ce soir. Merci à chacun d'être venu. Donc le thème de ce soir, c'est les enjeux du développement durable en Méditerranée. Voilà. Donc, et c'est Hugues Ravenel, qui est directeur du Plan Bleu, qui va nous en parler. Donc, Hugues Ravenel, il a fait ses études à Polytechnique, puis à l'École nationale des sciences géographiques. Il a également un master en sciences politiques. Voilà. Il a travaillé à la Banque mondiale, puis au ministère en charge de l'environnement et de la coopération, à l'Observatoire du Sahara et du Sahel et à Météo France. Et aujourd'hui, depuis juin 2012, il est directeur du Plan Bleu, qui est un organisme justement qui a pour but d'éclairer les enjeux de l'environnement et du développement en Méditerranée. Voilà, il va nous parler de ce thème ce soir. On peut l'accueillir chaleureusement. Merci. Merci pour cette... Allô? Ça marche? Bon, très bien. Merci pour cette présentation. Je vais faire effectivement une présentation assez générale sur les enjeux du développement durable en Méditerranée, qui est un peu le cœur de métier du Plan Bleu. Le Plan Bleu, son siège est situé pas très loin d'ici, là, à 2-3 kilomètres. Pour autant, c'est pas forcément une institution connue, donc j'étais heureux de partager avec vous ce soir un certain nombre d'éléments qu'on n'appréhende pas forcément, même si on vit au bord de la Méditerranée ici. Donc, mon intervention sera structurée de la manière suivante. J'insisterai d'abord sur le fait qu'il y a plusieurs Méditerranées, plusieurs manières de voir la Méditerranée. Je parlerai ensuite du plan d'action pour la Méditerranée et du plan bleu, c'est-à-dire le contexte institutionnel dans lequel le plan bleu est. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est une chose de connaître les enjeux, c'en est une autre de changer nos comportements ou de changer nos politiques pour faire face à ces enjeux. Et pour ça, même si c'est parfois un peu rébarbatif, c'est quand même important de comprendre aussi d'où on parle, avec quelle légitimité. Voilà, je prendrai un peu de temps pour parler de ça. Puis ensuite, rapidement, parce que voilà, il ne faut pas que je norme tout le monde et il y a tellement d'aspects, mais en tout cas, j'aborderai successivement les enjeux démographiques, la satisfaction des besoins essentiels, l'eau, l'énergie, l'alimentation, la gestion des biens collectifs. Là, c'est cette création qui nous est donnée, comment on la protège, on l'abîme parfois. Je parlerai rapidement parce que c'est pas forcément un domaine dans lequel historiquement le Plan Bleu a travaillé, mais on a des partenariats sur ce sujet-là, mais je pensais que c'était quand même important de parler d'économie et de convergence économique. Et puis il y a une dernière partie qui resynthétise un peu avec une vision diachronique. Voilà. Donc il y a beaucoup de diapos, mais je vais essayer de pas vous assommer. Ce qu'on a prévu avec les organisateurs, Anne-Sophie, et j'ai oublié le prénom de celui qui... Pierre, Anne-Sophie et Pierre et Bérénice, c'est de faire une pause à peu près au milieu, de manière à ce que je puisse me reposer un peu et écouter vos questions, et ce sera plus interactif comme ça. Alors, espace Méditerranée. Ah oui, ça, on voit rien. Est-ce qu'on peut éteindre un peu de lumière? Sinon, ça fait 10 diapos en moins. Mais... Ah, super, merci Sophie. Ah,
Oui, mais j'aurais aimé vous montrer les autres aussi, mais c'est pas grave. On va commencer. Ah, parfait. Nickel. Voilà. Voilà. Donc voilà, là, ça on voit pas, mais pas grave. Donc la Méditerranée, c'est d'abord la mer Méditerranée. Alors, on peut voir aussi la Méditerranée comme étant la mer Méditerranée et les régions côtières. Alors, par région côtière, déjà, c'est délicat parce que là, j'ai pris ce qu'on appelle les NUTS 3. Je vous avais dit que je vous absent, enfin, je vous assommerai de noms un peu barbares. En fait, voilà, ça n'a pas de réalité forcément euh, environnementale. Oui, sauf que des décisions se prennent à ce niveau-là. Chez nous, là, d'ailleurs, c'est peut-être NUTS 2, c'est les départements qui sont. Donc, voilà, il y a certains aspects environnementaux qui sont gérés par les départements. Euh, on verra aussi plus loin dans les diapos, on peut regarder les villes côtières. Ça, c'est la limite bioclimatique. Donc, c'est un index qui mêle des considérations climatiques avec aussi des aires de répartition d'espèces. Donc voilà, on considère que le climat méditerranéen, en tout cas suivant cet index-là, il est à l'intérieur de cette ligne verte. Voilà. Alors, le plan bleu, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu, est aussi très connu pour ses travaux sur l'eau douce. Et là, ce qu'on voit en bleu, c'est la limite des bassins versants. C'est là qu'on voit, vous me dites, mais enfin, en tout cas, quand on s'intéresse aux écosystèmes, évidemment, on doit considérer ça, quoi. Ça veut dire que, du coup, le bassin versant que vous voyez en haut, c'est le bassin versant du Rhône, la Suisse, quelque part. Voilà, s'il y a de la pollution en Suisse, ça se retrouvera plus ou moins terme en Méditerranée. Euh, alors pour le barrage, pour le Nil, on pourrait remonter encore plus loin. Hein. Évidemment, il n'est pas le bassin versant du Nil est beaucoup plus loin. Pour mémoire, comment on calcule les bassins versants? On fait tomber une goutte d'eau et on regarde où elle tombe. Toute cette zone à l'intérieur de ces pointillés bleus, les gouttes d'eau qui tombent finissent en Méditerranée. Alors, sur le plan politique, on peut aussi voir les choses, alors, soit avec les pays en marron, donc qui sont les pays qui bordent la Méditerranée. Donc, nous, c'est sur le plan institutionnel, on travaille dans le cadre du plan d'action pour la Méditerranée et de la Convention de Barcelone. Et les pays partis à la Convention de Barcelone, ce sont les pays riverains de la Méditerranée. Donc, c'est ceux qui sont en marron. Mais évidemment, la Méditerranée, enfin en Méditerranée, il y a aussi des instances euro-méditerranéennes comme l'Union pour la Méditerranée, et c'est pour ça que le, le, comment, les pays de l'Union européenne sont indiqués en bleu. Ça a fait, je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, des sujets de tension entre la France et l'Allemagne en 2007-2008 quand la France a poussé ce qu'elle appelait d'abord l'Union méditerranéenne et qui est devenue finalement l'Union pour la Méditerranée. Et c'est pas si anodin que ça parce que c'est vrai que au moins une partie de la France est méditerranéenne, qu'on a peut-être plus que d'autres pays en Europe une vocation à travailler en coopération à l'échelle méditerranéenne. Mais la tension venait du fait qu'on voulait faire ça avec l'argent de l'Europe. Donc forcément, les autres ont dit très bien, mais à ce moment-là, ça nous concerne aussi, même si on n'est pas, si on est moins méditerranéen que vous. Voilà. Donc tout ça pour dire que, avant même de parler d'environnement, qui sera évidemment bien complexe, on voit que la Méditerranée, et là j'ai pas parlé de l'histoire, évidemment. euh, donc on est sur des réalités qui sont très complexes. Alors, le plan d'action pour la Méditerranée, le plan bleu. Donc, le plan d'action pour la Méditerranée, c'est une initiative portée par les pays riverains de la Méditerranée. À l'époque, il y en avait 14. L'éclatement de la Yougoslavie fait qu'aujourd'hui, nous sommes 21. Donc, en 75, les pays méditerranéens, avec l'impulsion du programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, je ne l'ai pas explicité ici, se sont dit cette Méditerranée, c'est un trésor partagé, il faut qu'on la
c'est un gage de notre développement et il faut qu'on la protège. Donc ils ont élaboré un plan d'action pour la Méditerranée et en 75 et en 76, ils ont traduit ça juridiquement à travers la Convention de Barcelone qui vise à la protection de la mer Méditerranée avec dès le début une vision qui ne déconnecte pas les enjeux environnementaux des enjeux de développement. C'est toujours été pas l'environnement pour l'environnement, mais environnement et développement intrinsèquement liés. À l'époque, la notion de développement durable n'existait pas. Hein, c'est Brundtland en 87, mais quelque part, la Méditerranée a été précurseur sur ces questions-là. Donc, il y a une unité de coordination du plan d'action pour la Méditerranée et de la Convention de Barcelone qui se trouve à Athènes, et il y a quelques centres d'activité régionales qui ont été créés à l'initiative des pays et avec l'accord à l'initiative des pays hôtes. Donc le plan bleu, son pays hôte, son comment, le pays hôte c'est la France. Et dès le début, le plan bleu a dit moi, dans cette convention de Barcelone qui vise à la protection de la mer Méditerranée, je suis prêt à soutenir un centre qui va s'occuper de prospective, qui va être un observatoire sur l'environnement et le développement durable. Et donc ça a été la naissance du plan bleu. Donc à Athènes, on a une administration qui gère la convention, qui organise des réunions, qui s'assure que les pays respectent les engagements qu'ils ont pris. Au plan bleu, on a un boulot qui est plus de lien avec la communauté scientifique, de suivi d'un certain nombre d'indicateurs et de compréhension un peu systémique des enjeux méditerranéens. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous amener des publications papier, mais c'est pas bien pour l'environnement, le papier. Vous pouvez tout retrouver tout ça sur notre site internet, et en particulier cette diapo. Alors désolé, il y en a certaines qui sont en anglais, en français, j'ai pas pris le temps de les traduire. On a des rouges, des bleus, des oranges, ça vous réveillera si jamais vous êtes endormi par mon discours. Et ça, c'est un point que je vais pas rentrer en détail, mais que je vais pas détailler, mais que donc il y a une publication qu'on a fait pour le sommet Rio Plus 20 qui dont est extraite cette diapo et qui explique un peu. Mais en deux mots, en haut vous avez les étapes au niveau mondial du développement durable avec la première convention sur conférence sur l'environnement à Stockholm en 72. On ne connaît pas bien, mais qui quelque part j'ai dit que la Convention de Barcelone était précurseur, mais en tout cas au niveau mondial, il y avait eu la convention la conférence de Stockholm avant. C'était précurseur parce que c'était un précurseur sur la question du développement durable. Et puis, donc au milieu, les étapes en matière de développement durable en Méditerranée. Et puis en bas, et ça c'est important, parce que encore une fois, c'est bien de dire qu'il y a des enjeux d'environnement, qu'il manque d'eau, que l'énergie c'est problématique, que tel écosystème. Mais pour ce faire, il faut travailler avec le niveau politique et les autres politiques. C'est-à-dire que si on a une politique environnementale qui est parfaite, mais qu'à côté de ça, la politique agricole, ou même la politique économique et financière, la politique industrielle, ou la politique commerciale au sens où il y a beaucoup de flux de matière, va à 90 degrés, on n'y arrivera pas. Donc en bas, c'est le contexte politique euro-méditerranéen, et en particulier, je ne sais pas si vous avez entendu parler du processus de Barcelone. Désolé, c'est la partie un peu fatigante, pour être poli. Mais je crois que c'est important. Vous dites processus de Barcelone, convention de Barcelone, c'est la même chose. Ben, figurez-vous que c'est pas la même chose. Le processus de Barcelone, c'est vraiment le processus euro-méditerranéen. En 95, il a été lancé à Barcelone. En 95, on a révisé la convention de Barcelone suite à eh bien, de manière assez surprenante, alors que ces deux textes assez engageants, bien, le processus de Barcelone, il disait grosso modo, on va vous aider, nous, pays européens, mais vous évitez qu'il y ait trop d'immigrés qui arrivent chez nous. Et
Et qu'est-ce qu'il y avait? Et puis vous ouvrez nos frontières, vous ouvrez vos frontières aussi. C'était un peu le deal. Et alors aujourd'hui, on voit bien que même si ces questions environnementales sont pas forcément en haut dans l'agenda, au moins sur le plan du discours, les choses se rapprochent. Et le processus euro-méditerranéen s'est transformé en Union pour la Méditerranée. C'est le début, enfin, c'est l'histoire dont je vous racontais le début tout à l'heure. Et aujourd'hui, l'Union pour la Méditerranée a un secrétariat basé à Barcelone et il y a un protocole d'accord avec le plan d'action pour la Méditerranée. Donc il y a un lien qui se fait, même si on reste, il faut être honnête, les écolos de service, mais le discours commence à passer, c'est-à-dire que les gens comprennent que, surtout avec la crise là qu'on vient de vivre en Méditerranée, les économistes mainstream, enfin orthodoxes, y compris le ministre des Finances actuel en Algérie, en Égypte, hein, qui était un ancien de la Banque mondiale, ils pensaient sincèrement qu'avec 5-10% de croissance, ce qui était à peu près les taux de croissance dans les pays du nord de la Méditerranée, ça allait suffire. Que la pauvreté se résorberait. Ils ne pensaient pas du tout à l'environnement. Avec les printemps arabes, ils se sont rendus compte que ces questions, enfin, que ça ne se résorbait pas tout seul, qu'il y avait aussi des questions de répartition de cette richesse. Et quelque part, là, en ce moment, ce qu'on essaie. Donc, maintenant, le thème à la mode, à la Banque mondiale et dans ces instances, c'est ce qu'ils appellent croissance inclusive. Donc, c'est-à-dire une croissance économique, mais avec un œil sur la répartition des richesses. Moi, ce que j'essaye de faire passer, parce que le plan bleu, on leur dit, mais très bien, mais faisons deux pas prenons aussi en compte les questions environnementales. Sinon, dans 10 ans, 20 ans, à travers la pollution des nappes phréatiques, à travers la pollution de l'air, on le voit déjà un peu dans des villes comme le Caire, eh bien, quelque part, on aura des catastrophes, des choses un peu similaires qui se passeront dans quelques temps. Voilà. Bon, ça, je passe parce que je vais quand même pas vous assommer de tout ça. C'est les différents outils. Moi-même, je m'y perds. Pourtant, ça fait 3 ans que je suis dans ce monde-là et même plus longtemps que je suis dans la gouvernance internationale sur l'environnement. Mais un point important quand même, un document qui est mal connu, mais dont le plan bleu va avoir, enfin, va contribuer à la révision. La stratégie méditerranéenne de développement durable, c'est un document qui a été adopté par les 21 pays autour de la Méditerranée et qui, autour de l'eau, de l'énergie, des transports, du tourisme, de l'agriculture, du développement urbain et de la gestion durable des océans et des côtes, donc ces 7 domaines d'action prioritaires, avait un certain nombre d'objectifs. Là, vous pouvez le trouver aussi sur notre site. Et tous les 2 ans, en tant qu'observateur sur l'environnement et le développement durable, on a essayé de suivre ces indicateurs. Alors, c'est une stratégie qui a été adoptée officiellement. Après, la capacité à vraiment changer les modèles de développement et les mentalités, voilà, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il est certainement même pas à moitié plein, au 10e plein, mais si on n'arrive pas à se réjouir de ça et à construire là-dessus, à ce moment-là, rien ne se passera, parce que il faut qu'il y ait une dynamique positive et qu'on enclenche un cercle par lequel petit à petit les décideurs à tous les niveaux, j'ai parlé du ministre des Finances tout à l'heure, mais ça passe évidemment par les maires, les collectivités locales, et puis nous comme citoyens évidemment. Voilà. Donc pareil, il y a la Convention de Barcelone, il y a différents protocoles sur différents sujets qui est ratifié quand même par un certain nombre de pays, et là on voit aussi les différents protocoles. Mais c'est clair que tout ça, c'est pas forcément compréhensible par le grand public. Et il y a eu une sédimentation progressive de tous les textes sur l'environnement au fur et à mesure qu'on appréhendait les différents problèmes. Et en tout cas, ce dont on se rend compte, c'est que il y a une nécessité de traduire les choses différemment. Et je conclurai sur ça un peu vers la fin autour de l'empreinte écologique. Donc voilà, en termes de gouvernance, donc il y a des points focaux dans chacun des pays. Il y a des conférences des parties tous les 2 ans. Donc là, elle vient de se réunir à Istanbul. C'est cette instance dans laquelle
Israël, le Liban, la Turquie, l'Égypte parlent ensemble, ont pris la décision de réviser la SMDD. Voilà. Et donc le plan bleu reçoit un financement et un programme de travail de ces 21 pays à travers tous les 2 ans. Mais on a, sur le plan juridique, on est une association de 1901, donc on a une certaine marge de manœuvre pour aller chercher des ressources qui viennent d'autres origines, de manière à pouvoir mieux faire notre travail. Voilà, donc notre boulot, je l'ai dit tout à l'heure, produire de l'information, de la connaissance, alerter les décideurs, dessiner des avenirs pour éclairer la décision. Dessiner des avenirs, ça veut dire pas prévoir l'avenir, ça veut dire dessiner le champ des possibles. La publication qu'on voit là, par exemple, elle était faite en 2005 et il y avait un scénario au fil de l'eau, business as usual, comme on dit en anglais, qui décrivait la situation si on continuait à consommer l'eau, l'énergie tel qu'on le faisait à l'époque. Et puis un scénario alternatif qui était un autre modèle de développement qu'on a fait avec 300-400 scientifiques à travers la Méditerranée et dans lequel on a démontré que c'était aussi un futur possible, on pouvait se développer, atteindre le même niveau de développement et avec moins d'impact sur l'environnement à travers ce scénario-là. Alors, en termes de prospective, pour les gens qui connaissent bien la prospective, c'est un peu pauvre. Hein. Généralement, on explore plus de futurs que deux simplement. Mais bon, c'est ce qu'on avait fait à l'époque. J'espère qu'on pourra faire mieux dans les années qui viennent. En tout cas, ça avait permis, grosso modo, de jeter les bases de la stratégie méditerranéenne de développement durable, parce que, en simplifiant un petit peu, les pays ont dit ah ben votre scénario à l'horizon 2025 alternatif, il nous plaît bien, essayons de mettre en œuvre ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on fait, quoi. On travaille sur les indicateurs, les données, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Évidemment, alors ça c'est important. Le plan bleu, on est, je veux dire, après une vingtaine, entre une quinzaine ici à Sophia Antipolis et puis 5 à Marseille. Mais notre boulot, c'est pas de réfléchir par nous-mêmes, c'est d'être un mécanisme par lequel on arrive à synthétiser la connaissance venant d'horizons divers. Donc, je laisse ça veut dire du coup qu'on a des partenariats avec beaucoup d'institutions, en particulier des institutions scientifiques. Alors, il y a un chercheur avec lequel on n'a pas de lien dans la salle, mais on travaille avec le laboratoire d'excellence OTMed à Marseille, avec des gens à Montpellier, et c'est ouvert. Donc demain peut-être aussi avec des institutions à Nice. On a travaillé un peu avec l'école de mines de Paris sur les questions d'énergie. Bon, je vous passe les détails parce que voilà, on travaille en matière de communication. Juste bien dire une dernière chose. Deux choses. D'une part, j'ai souligné tout à l'heure le lien des experts vers les décideurs, sur les experts qui élaborent la prospective et puis les décideurs qui s'approprient un des scénarios de la prospective. On travaille dans ce sens-là, mais on travaille aussi dans l'autre sens. Aujourd'hui, il y a des blocages politiques autour de partage de l'eau, de comment on fait, comment on s'adapte au changement climatique, et ça demande aussi le boulot du plan bleu, c'est aussi de traduire les problèmes sociétaux en questions de recherche. Ça marche dans les deux sens, c'est important. Et puis dernière chose, en anglais on dit pour le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, ils ont un slogan qui peut s'appliquer aussi au plan bleu, c'est policy relevant and not policy prescriptive. Ça veut dire il faut que nos travaux soient pertinents en matière de politique, c'est pas des travaux scientifiques. Voilà, on est là pour les traduire, pour faire des synthèses interdisciplinaires, mais pas policy prescriptive. Alors, en l'occurrence,
c'est peut-être le contre-exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, où le scénario alternatif devenait la stratégie méditerranéenne de développement durable. Mais à bien y réfléchir, je pense que c'est important de laisser aux décideurs leur marge de manœuvre. Nous, à travers la prospective, on éclaire les conséquences des différentes décisions qu'ils pourraient prendre, mais on n'est pas là pour c'est pas les experts ou les techniciens qui imposent les décisions à prendre. Il faut simplement, on est là pour éclairer les conséquences de ces décisions. Je suis très bavard. Alors, on passe à des choses un peu plus substantielles. Bon, personne s'est endormi. Transition et basculement démographique. Alors, en ce moment, et en particulier avec les élections qui se profilent, il y a un discours qui monte sur le thème ils vont nous envahir. Eh bien non. En fait, donc vous voyez à gauche en bleu la courbe d'évolution de la population des pays du nord de la Méditerranée et en rouge la courbe des pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Et on voit en fait que à horizon 2030-2040, il y a une stabilisation des pays de la population des pays du sud de la Méditerranée. Et d'ailleurs, donc ça c'est en volume de population globale. Si on regarde l'indice de fécondité, alors là c'est très impressionnant. C'est pas des chiffres récents, mais de toute façon les chiffres récents c'est pareil. Eh bien vous voyez à gauche, à droite, en rouge, vous avez l'indice de fécondité du Nord qui décroît de 2,1 enfants par femme à moins de 2 aujourd'hui. Et puis les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, qui en 1950 étaient à 6-7, ça a encore un peu monté et chute dramatiquement. Pour mémoire, nous on était à 6-7 enfants par femme en 1850. Donc en fait, la baisse de la nativité est très rapide. Alors évidemment, ça se traduit pas à gauche parce qu'il y a l'inertie, il y a quand même beaucoup d'enfants, donc même s'ils font moins d'enfants, voilà, c'est un peu exponentiel. Enfin, en tout cas, c'était exponentiel avant, et du coup, l'atterrissage met beaucoup de temps. Mais en revanche, ils vont avoir un problème de vie, enfin, leur problème, une fois qu'ils seront dans le problème de vieillissement, ce sera d'autant plus important. Donc, sur le plan géographique, voilà, ça traduit. Je fais passer rapidement. Donc entre 2000 et 2025, donc pour le sud et l'est de la Méditerranée, on va passer de 300 à 370. Pour le nord de la Méditerranée, de 180 à 185. Et pour toute la Méditerranée, donc ça fait de 480 à 55. Voilà. Et il y a effectivement une dynamique démographique qui est plus importante au sud, mais c'est pas non plus très forcément si inquiétant que ça. Alors, sur les ressources, on passe à satisfaction des besoins essentiels, et donc on va passer sur l'eau, sur l'agriculture, je sais pas, enfin, peut-être sur l'énergie aussi, je me souviens plus si je l'ai mis dans la synthèse à la fin. Alors d'abord, on a des ressources en eau limitées et inégalement réparties. L'indice qui est là, c'est les ressources en eau par habitant, en mètres cubes par an et par habitant. On voit que y a des pays qui sont bien en dessous du seuil de stress, puisque le stress, entre 500 et 1000, c'est le stress. Entre 250 et 500, c'est la rareté. En dessous, c'est vraiment très pauvre. Donc, pour les pays de la Libye, pour les zones de la Libye, les bassins versants de la Libye qui sont dans cette situation-là, le régime libyen a fait construire en fait des pipelines énormes qui prennent de l'eau fossile. Là, les eaux dont on parle, c'est les eaux renouvelables. Donc, actuellement, ils pompent dans de l'eau fossile et c'est pas forcément durable. Bon, évidemment, il y a aussi, vous devez le savoir, beaucoup d'usines de dessalement qui sont en cours de construction. Voilà, il y a eu un doublement de la demande en eau en 50 ans, bon, qui est lié
à l'augmentation de la population, mais aussi à des modes de vie très différents. Hein. On le voit bien donc, quand on fait des études sur le tourisme. La consommation d'un tourisme par jour et la consommation d'un Tunisien au prendre la Tunisie, c'est un rapport de 1 à 100. Donc, voilà, il y a pas mal de pertes, de fuites, de gaspillage. Hein, dans certains réseaux, ça peut monter jusqu'à 60%. Donc les eaux non renouvelables dont je parlais tout à l'heure, le problème quand on les pompe, c'est que au bout d'un moment, il y a des intrusions d'eau salée, c'est-à-dire que en tout cas pour les ressources qui sont proches de la mer, si vous faites baisser le niveau de la nappe, eh bien finalement la pression de la mer sur cette nappe augmente et il y a de l'intrusion d'eau salée. Et du coup, à terme, plus vous pompez, plus l'eau devient salée, beaucoup moins vous pouvez en fait en récupérer. Voilà. Bon, en revanche, les questions d'accès à l'eau, c'est plutôt des questions. Enfin, c'est des questions qui restent, en tout cas statistiquement, relativement marginales et qui sont liées plutôt à des situations de pauvreté ou en Palestine, mais qui sont plutôt liées à des questions politiques que vraiment à des questions de ressources en eau. Alors, c'est pas cohérent ce que je veux dire. Là, vous avez vu 20 millions méditerranéens qui n'ont pas d'accès à une source d'eau améliorée. Ah si, c'est cohérent en fait. Sans accès à l'eau potable. Parce que source d'eau améliorée, ça veut dire qu'ils ont le robinet chez eux ou pas loin de chez eux. Eau potable, on peut... oui, non, c'est pas cohérent. Désolé. Oublié. Alors, un point important sur la question des ressources en eau, c'est que l'agriculture est l'utilisateur principal. Et donc 60% avec encore des méthodes d'irrigation. Je ne sais pas si vous êtes passé en Libye, où on voit ils font du blé sur des grands cercles. En fait, ils irriguent en arrosant. Donc il y a énormément d'eau qui est perdue. Donc ça, c'est pas, enfin, je veux dire, ce type d'usage est pas durable, en particulier du fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, la salinisation des eaux, des nappes d'eau, mais aussi dans le contexte de changement climatique où il y aura encore moins de pluie dans ces zones-là. Donc sur l'eau, voilà, je vais juste venir là. Donc ça, c'est un extrait de la prospective qui date de 2005, mais c'est pour expliquer comment ça se passe. Parce que depuis 2005, on a travaillé secteur par secteur, mais on n'a pas fait de grosses études prospectives régionales sur tous les thèmes. C'est pour ça que ça donne là. Donc, vous avez en 2000 là, en vert la consommation d'eau potable, en bleu l'irrigation, en rose les industries et en marron l'énergie. Le scénario de base, c'est le scénario que j'appelais au fil de l'eau, business as usual, montrait la continuation d'une augmentation de la consommation en eau. C'est-à-dire si on continuait à exploiter l'agriculture, les réseaux d'eau potable de la même manière. Et en travaillant avec des experts à travers la Méditerranée, en regardant ce qui était possible, comment on pouvait réduire la fuite dans les réseaux, passer de l'irrigation gravitaire à l'irrigation goutte à goutte, on s'est rendu compte, enfin on a démontré qu'il était possible, en fait, à horizon 2025, avec le même développement socio-économique, de baisser la consommation de l'agriculture, de l'eau potable. Alors, ce qui était moins vrai pour l'énergie, parce que l'énergie, c'est de l'eau qui sert à refroidir et en fait, ça dépend des calories, enfin, ça dépend du nombre de comment dire, de centrales qu'il y a. Donc,
là, entre le scénario de base et le scénario alternatif, ça changeait pas. Mais là, on se rend compte que souvent on réfléchit en termes de usine de dessalement, pour faire face aux nouveaux besoins, usine de dessalement, transfert. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un gros projet de transfert de l'eau du Rhône jusqu'à Barcelone. Alors, je dis pas que c'est pas, enfin, je me prononce pas forcément sur la pertinence de ce projet, mais ce qui est certain, c'est qu'on oublie souvent, et c'est le message du plan bleu de ne pas oublier ça, qu'on peut agir sur l'offre, mais on peut aussi agir sur la demande, que il y a des potentiels d'économie énormes dans cette demande. Et évidemment, en tout cas dans cette prospective, les économies financières, l'eau qu'on n'a pas mobilisée, ça nous coûte moins cher, donc on peut les réinvestir dans d'autres secteurs, et c'est ce qui assure l'équilibre de ce modèle-là. Donc voilà, l'idée c'est d'agir sur la demande et pas uniquement sur l'offre. Et là, on voit un peu suivant la même logique que en fait, au niveau de la consommation en eau dans les pays du Nord, même le scénario au fil de l'eau prévoyait une stabilisation parce que quelque part la population ne croît pas énormément et puis les industries, il y a des contraintes environnementales sur l'usage de l'eau et le fait que l'eau soit payée au prix fort en incluant des coûts pour son retraitement. Il y a des signaux économiques qui font qu'il y a une maîtrise de l'eau. Mais évidemment, on peut faire des économies. Et puis pour dans le sud et l'est de la Méditerranée, le scénario au fil de l'eau prévoyait une augmentation continue de l'usage de l'eau et à travers ce scénario, on arrive à stabiliser. Voilà, en fait, je ne parle pas d'énergie, je crois que j'ai parlé d'alimentation rapidement. Donc, 85% c'est céréales, légumes, agrumes. Diminution de moitié des terres arables par habitant depuis 40 ans. Alors, évidemment, comme les habitants ont cru, c'est pas que en valeur absolue, il y a quand même une diminution des terres arables. Donc, des déficits hydriques, on en a déjà parlé. Et on voit donc malgré la diminution des terres arables, il y a eu plutôt une augmentation de la production à peu près dans tous les pays. Il va y avoir une exception, l'Algérie entre 61 et 83. Enfin, il y a quelques exceptions, mais qui sont quand même assez mineures, mais qui sont liées essentiellement à une augmentation des rendements. Néanmoins, malgré cette augmentation des rendements, il y a une dépendance alimentaire. Et ça, c'est un vrai sujet. Des pays du sud et de l'est de la Méditerranée, des pays comme l'Égypte, on exporte énormément de notre blé en Égypte, sont très dépendants d'importation pour leur alimentation. Voilà, sur les terres agricoles, ce que je disais tout à l'heure, donc 24, enfin, il n'y a pas les, il n'y a pas l'évolution. En tout cas, on voit ici, au nord de la Méditerranée, mais on commence à le voir aussi un peu, en particulier sur le domaine littoral, beaucoup de tensions sur l'usage des terres agricoles, avec des usages concurrents autour du tourisme ou d'autres usages que l'usage agricole. Et du coup, forcément, s'il y a une baisse des terres cultivées, ça a un impact sur la production. Et puis donc sur l'efficience à la parcelle, ça mesure l'efficacité, disons, si l'eau est bien utilisée ou pas. Il y a beaucoup de variations en fonction des techniques d'irrigation utilisées. Je vais bientôt m'arrêter. C'est lié à ça, mais sur les questions d'urbanisation, on a un étalement urbain très important avec une population urbaine qui a énormément cru. On est passé de 44% en 1950 à 74% en 2025. Donc sur la rive nord, une
dispersion entre les zones d'emploi et les zones de population, avec des trajets importants et donc des impacts à la fois sur la pollution atmosphérique à travers les transports et aussi sur les terres agricoles avec cet étalement urbain, et puis aussi une forte croissance du volume des déchets ménagers. Et puis au sud et à l'est, une situation qui est un peu similaire, avec peut-être moins d'étalement parce que les gens ont moins de voitures pour l'instant, mais de l'habitat informel avec beaucoup d'insalubrité, beaucoup de pollution, pas forcément d'assainissement, donc des situations qui sont quand même assez inquiétantes. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même plutôt une urbanisation enfin, de plus en plus d'urbains. C'est ce qui marque. Donc voilà, ça zoome sur ce que je viens de dire, donc dispersion, population, emploi, et qui remet en cause un peu la cohésion sociale, et en tout cas qui change totalement par rapport au modèle rural dans lequel beaucoup de Méditerranéens ont vécu pendant longtemps. Et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, les enjeux de changement climatique vont être importants à prendre en compte dans ces villes, parce que elles sont déjà vulnérables, en particulier aux événements extrêmes climatiques, hein, que ce soit des vagues de chaleur ou des crues. Et évidemment, l'aggravation de ces paramètres n'arrangera rien. Voilà, je passe vite parce qu'il y a pas mal de choses aussi sur la mobilité. Donc là, très clairement, y compris dans le scénario alternatif, c'est très difficile d'imaginer un futur dans lequel il y a moins de mobilité. On commence à travers la relocalisation, mais c'était pas le cas en 2005. On commence à avoir quelques signes autour d'une relocalisation d'un certain nombre d'activités, mais très clairement, pour l'instant, on voit bien, d'ailleurs, le gouvernement souhaite encore construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On est dans une logique, et c'est pas en Méditerranée, mais en Méditerranée, il y a énormément de projets de grands ports type Tanger-Med et tout ça, de ports à conteneurs. Donc on est dans une logique où le développement passe par l'augmentation du transport. Voilà, cette mobilité, c'est énormément c'est 30% de l'énergie, beaucoup des émissions de gaz à effet de serre, et donc ce que je disais tout à l'heure, une progression continue à la fois du transport routier et aérien, et puis de la capacité des ports. Voilà. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, ce qu'on souhaiterait, c'est découpler la croissance du trafic. Alors, non, il y a deux choses. Là, c'est on se disait, finalement, ce qu'il faudrait, c'est des modes de transport qui aient moins de pression sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle par découpler la croissance du trafic des pressions sur l'environnement, c'est-à-dire des bateaux moins polluants, avec des procédures pour les comment, voilà, les eaux de ballast. Là, c'est les eaux qui servent à nettoyer les cuves. Vous voyez que à travers des réglementations de 85 à 95-2000, on a réussi à réduire beaucoup ça. Mais typiquement, pour aller au-delà de ça, et compte tenu de l'évolution démographique, il y a peut-être un pas de plus à faire dans le découplage. Non plus, il faudrait aussi découpler la croissance du trafic avec la croissance économique, et inventer une croissance économique qui serait moins gourmande en énergie, en transport, et du coup en énergie. Je pense que je peux arrêter là, avant de arrêter là dans un premier temps. Et puis donc voilà, on va faire une première séance de questions. Donc on va faire 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, sur la première partie qu'on vient de voir, il y aura une seconde partie par la suite. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous levez la main et je viens vers vous.
Moi, j'aurais une question sur le concept même de développement durable. C'est un concept qui est maintenant médiatisé, très répandu, fort utilisé, mais il est contesté. Certains disent que c'est un oxymore, qu'on ne peut pas continuer à se développer durablement. Certains proposent d'autres solutions, on parle de décroissance équitable, de sobriété heureuse. Alors voilà, je voulais vous interroger à ce propos et je pense que ça a des conséquences éthiques en fait. Est-ce qu'on peut continuer à croire tous qu'on va se développer de plus en plus tous ensemble? C'est un peu ce que je sous-entendais tout à l'heure dans le pas de plus. Alors, dans le domaine de l'environnement, il suffit qu'on soit deux et on a trois avis différents. Bon, d'abord, le développement, ça dépend ce qu'on entend par développement. C'est-à-dire que le développement tel qu'on le conçoit aujourd'hui, si le développement c'est le nombre de voitures par foyer, effectivement, il n'est pas possible de durablement augmenter le nombre de voitures par foyer. C'est ce que je disais tout à l'heure d'un basculement on est sur le transport, mais c'est valable sur. En tout cas, moi à titre personnel, je lis beaucoup Pierre Rabhi, même La Décroissance, qui est un magazine qui ressemble un peu à Charlie Hebdo, dans lequel il y a en page 3 des portraits super de gens qui ont choisi la sobriété heureuse. Pour vous illustrer ce que j'ai dit sur deux personnes et trois avis différents, donc Pierre Rabhi, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un agroécologiste qui est assez extraordinaire, qui a fondé cette décroissance. Et bien maintenant, au motif qu'il a écrit un bouquin avec Nicolas Hulot, il le traite d'éco-tartuffe. Et moi, évidemment, il y a un risque de ce qu'on appelle le greenwashing. Beaucoup d'entreprises se sont impliquées sur le développement durable, sur la lutte contre le changement climatique, avec des arrière-pensées de communication. Maintenant, en tout cas, au plan bleu, on travaille institutionnellement avec des gens, avec des gouvernements. Je crois que c'est important qu'il y ait des poils à gratter, des gens qui veulent aller plus loin, qui montrent les limites du système. C'est un peu notre boulot d'être poil à gratter, mais de là à jeter le bébé avec l'eau du bain, on essaye de trouver un compromis, d'éclairer les choses, parce que vous l'avez dit, hein, c'est au-delà des questions environnementales, c'est peut-être des questions éthiques sur lesquelles il n'y a pas forcément d'objectivité. En tout cas, pour moi, c'est pas le cas de tous les gens qui s'intéressent à l'environnement. Je pense que la meilleure illustration de ce que vous venez de dire, c'est la question du changement climatique. C'est-à-dire, quelque part, avec le changement climatique, on a démontré par A plus B, n'en déplaise à Claude Allègre, que notre mode de vie n'était pas durable, puisque on faisait, disons, notre mode de vie aura des conséquences dans une cinquantaine d'années très importantes, et donc quelque part, j'ose espérer que ce sera un signal qui permettra à chacun, à tous les niveaux, d'inventer un développement différent. Je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure, en tout cas, là c'est purement politique et c'est tout à fait subjectif. Autant, on peut questionner le thème de la croissance, en tout cas de la croissance telle qu'il est, enfin les deux. Hein. On peut questionner le thème de la croissance, du développement. Simplement, tactiquement, politiquement, ce qu'on essaye de faire, et je conclurai là-dessus, c'est plutôt de questionner le contenu même du développement et de la croissance. Ici, on parle de croissance spirituelle, elle peut être très, très importante. Donc, je pense qu'il y a une voie qui est de subvertir
y a certains grands groupes industriels qui essayent de subvertir le développement durable, mais il y a une voie aussi pour essayer, à travers ces études scientifiques, ces scénarios, ces exercices prospectifs, que à travers qu'il y ait une plus grande conscience à travers les citoyens et donc à travers les décideurs, et que du coup, ce soit pas simplement de la cosmétique. Mais bon, ça demanderait sans doute beaucoup d'autres. Oui. J'aurais deux petites questions. Une qui est une question assez localisée, mais c'est pas un grand champ de connaissances qui est impliqué. La culture, par exemple, est-ce que tu as des chiffres? La culture des agrumes avec du goutte à goutte et des agrumes avec une irrigation traditionnelle. Est-ce qu'il y a une différence de consommation d'eau notable? C'est la première. Et la deuxième, c'est, tu as dit qu'on commençait à dessaler beaucoup d'eau de mer. Qu'est-ce que ça peut représenter comme pourcentage des eaux utilisées dans les pays arides limitrophes du Sud? Et est-ce que c'est un coût énergétique raisonnable? Alors, sur l'agrume, mais je pense que c'est un peu vrai partout, entre le goutte à goutte et le gravitaire, oui, c'est un rapport, nous sommes 2 à 3, même peut-être 4 à 5 fois moins d'eau, je sais pas si c'était marqué là. Je pense pas que ça dépende des agrumes, je sais plus. Bon, mais en fait, pour être honnête sur cette question, c'est important, mais aujourd'hui, les agrumes, ils sont pas produits en Méditerranée. Ouais, mais non, mais c'est important. Non, mais je le dis, euh, notre jus d'orange, il vient de Floride. Hein. Non, mais pour le coup, je réponds comme ça pour dire que quand on regarde les choses globalement, évidemment, il faut que la culture de l'agrume soit écologiquement correcte et tout ça. Mais je vais être un peu provocateur. Il faut pas non plus que, au titre de l'écologie, on impose des contraintes telles que finalement on continue à importer des oranges qui viennent de Floride. Ce qu'on pourrait faire, alors malheureusement à l'Organisation mondiale du commerce, on a des priorités différentes, c'est dire nous, on considère que ces oranges elles sont produites dans des conditions sociales et économiques, sociales et environnementales pas correctes là-bas, donc on préfère, on les taxe à l'importation et on développe ça. Malheureusement, au lieu de faire ça pour effectivement des cultures dans lesquelles il y a un avantage comparatif indéniable dans les pays du sud de la Méditerranée, eh bien, sur le plan international, c'est le commerce, c'est la betterave qu'on défend et qui est, sur le plan environnemental, pas très pertinent parce que ça coûte beaucoup moins cher sur le plan financier, mais aussi sur le plan environnemental, de faire de la canne à sucre dans les pays où il y a du soleil. Et ta deuxième question, c'était le dessalement. Alors, j'ai pas les chiffres ici. Alors, sur ces questions, en tout cas agricoles et eau, avec le SIAM, on a publié quelque chose qui s'appelle Méditerra, je crois 2009, et tu auras toutes les, secteur par secteur. Donc, c'est plutôt sur, on travaille avec le SIAM sur ces questions agricoles. SIAM, c'est CIHEAM, ça doit être Collège international des hautes études agricoles méditerranéennes. Et il y a énormément de données là-dessus. Donc sur le dessalement, alors oui, j'ai été très vite.
il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu énergétique. Alors, au niveau du coût, ça coûte quand même 4-5 fois plus cher que l'eau normale. Mais là, c'est pareil. On pourrait dire, bah oui, mais c'est pas bien, à l'avenir quand même. En Algérie, il y a des villes entières qui n'avaient l'eau que 2 heures par jour. Qui est-on pour dire non, faites pas d'usine de dessalement d'eau de mer parce que ça vous créera des problèmes demain. Ils ont du gaz, donc voilà, c'est compliqué de raisonner comme ça, enfin d'avoir un jugement un peu moralisateur. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en Espagne, alors pour le coup, on y a contribué, il y a des usines de dessalement qui ne fonctionnent pas, parce qu'elles avaient été construites, mais on y a contribué parce que c'est sur crédit européen, et finalement, les agriculteurs trouvent que l'eau est trop chère et l'utilisent pas. Donc il y a, dans la région de Valence, dans lequel l'éclatement de la bulle immobilière a vraiment eu des conséquences assez redoutables, fait qu'ils ont plus, ils sont pas utilisés. Mais on peut très bien imaginer, quand on fait de la prospective à horizon 40 ans, 50 ans, que ce soit de l'eau dessalée avec de l'énergie renouvelable. Il y a des projets là-dessus. Bon, il restera quand même le problème des saumures, mais de toute façon, et c'est là où on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la sobriété heureuse, vraiment la question fondamentale, c'est qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une société consumériste où finalement, on a construit un modèle dans lequel plus on consomme, plus on est heureux, quoi. Et donc là, évidemment, se cache derrière ces chiffres, ces courbes et tout ça, ces questions-là et ces questions d'inventer un autre futur souhaitable. Ah oui, alors autant pour moi, il y en a en Algérie, pas mal en Israël. Là, on avait fait un point en 2009. On a refait un point, mais je sais pas si on l'a publié. On travaille, on suit ça. Ça reste marginal, c'est par rapport à plein d'autres sources, mais c'est à tout le moins un signal émergent. Effectivement, ça se développe et pas mal aussi à Malte. Ouais, il y en a quand même dans toutes les îles et en Espagne et en tout cas, oui, en Algérie. Je pense qu'il y en a quelques-unes au Maroc aussi, mais en Algérie où ils ont beaucoup de gaz, enfin, où l'énergie est pas chère. Oui, je continue. Voilà. Il y a une belle faute d'orthographe. Je sais pas comment ça se fait. Ça. Ah, parce que j'ai dû changer. Donc, bon, ça, vous devez connaître. Hein, donc, un réchauffement particulièrement marqué au cours du XXe siècle au sud-ouest de l'Europe. Donc, en fait, de 2 degrés. Et puis, un niveau des précipitations qui a diminué dans certaines régions du sud de la Méditerranée. Donc les projections, c'est un réchauffement particulièrement prononcé en été, en particulier sur la péninsule ibérique, le Maghreb, l'Europe du Sud-Est. Donc une augmentation de température à horizon 2100 de 2 à 5 degrés, et puis une augmentation des phénomènes extrêmes, avec moins de comment dire de certitude quand même sur ces questions-là. Plutôt quand même une augmentation des précipitations dans le nord. En hiver, une baisse dans le sud, et en été, une baisse partout. Donc en fait, on a un climat qui devient, entre guillemets, de plus en plus méditerranéen, c'est-à-dire dont les caractéristiques, c'est-à-dire été sec et chaud, s'aggravent, entre guillemets. Au niveau de la biodiversité, on a donc pas mal d'endémicité, c'est-à-dire des espèces végétales uniques qu'on trouve qu'en Méditerranée. Pareil pour la faune. Donc un nombre important d'espèces marines connues par rapport au niveau mondial. La photo que vous voyez, c'est j'ai un doute parce que c'est un herbier de Posédonie. Ah oui, c'est ça. Rôle clé des écosystèmes marins littoraux. Il y en a 2 en particulier
donc ce qu'on appelle les prairies sous-marines et et puis les coraux, concrétions coralligènes. C'est vrai qu'on change ça parce que je vois pas trop l'intérêt de mettre ça, si ce n'est pour impressionner, mais voilà, c'est les coraux. Pourquoi c'est important? Parce que ils jouent un rôle de lutte contre l'érosion côtière, de nourricerie, et en fait, ils sont soumis à des pressions, en particulier liées au chalutage et liées aussi, je ne sais pas si certains d'entre vous font du bateau, c'est pour ça que de plus en plus on n'a pas le droit de jeter l'ancre, parce que quand vous jetez l'ancre, vous arrachez ces herbiers possiblement. Donc il y a une partie des espèces qui viennent de la Méditerranée, une autre de la mer Rouge, hein, ça c'est depuis le creusement du tunnel de Suez. Des chiffres un peu plus récents. Enfin, dans le bassin est de la Méditerranée, 70% des poissons viennent en fait. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas là. Non seulement pas de l'océan Indien. En fait, c'est ce qu'on appelle les espèces exotiques invasives. Là, il y en a 925. Je ne sais pas si ça a bougé depuis, mais il y en a une grande partie. Enfin, il y en a de plus en plus. Voilà. Alors, au niveau des actions concrètes de conservation et de qu'est-ce qui est fait pour préserver ça. Donc, il y a des outils législatifs et réglementaires avec des identifications d'espèces en danger, la liste rouge de l'IUCN, donc des instruments juridiques, des créations ASPCR spécialement protégées, et puis des plans d'action régionaux. Il y a aussi un objectif au niveau mondial d'avoir 10% de la mer qui soit en zone protégée. Donc en Méditerranée, en fait, si on compte le sanctuaire Pélagos, qui est situé ici, là, donc c'est chez nous, on arrive à 4% en Méditerranée actuellement d'aire marine protégée. Le sanctuaire Pélagos, c'est pas vraiment une zone protégée au sens usuel du terme, mais c'est quand même une zone protégée pour les mammifères marins. Enfin, je veux dire, elle est moins protégée que ne le sera le parc national des Calanques ou d'autres zones, Port-Cros, Porquerolles. Mais il y a certaines mesures les bateaux qui croisent là ont certaines consignes pour éviter d'embêter les mammifères marins. Sur la pollution marine, et en particulier la pollution d'origine industrielle, là, depuis 2003, il y a quand même eu pas mal de progrès de fait. Alors, paradoxalement, c'est pas toujours, enfin, c'est grâce aux réglementations, mais c'est aussi grâce, en particulier au sud de la Méditerranée, un phénomène qui fait que quand une multinationale applique une réglementation en Europe, parfois c'est plus simple pour elle de l'appliquer sur toutes les usines de son groupe. Donc on a un effet comme ça positif de la mondialisation. Alors les grandes villes, c'est un problème effectivement on a une source ponctuelle de pollution, en particulier par temps de pluie, parce que les systèmes d'assainissement, surtout avec nos pluies importantes ici, ont parfois du mal à suivre. Et puis, alors ça concerne juste l'Adriatique et le delta du Nil, parce que sinon, c'est assez rare en Méditerranée, des phénomènes d'eutrophisation. Et donc d'apparition d'algues et de moins bonne adaptation au développement des poissons, et parfois même un écosystème qui devient très peu productif. Donc voilà, une tendance quand même à l'amélioration de la qualité de l'environnement, qui est liée aussi au fait que, enfin, il y a une tendance à l'amélioration, mais il y a quand même encore des choses qu'on va avoir pendant longtemps, en particulier les PCB, qui sont liées au fait que
ils se sont concentrés dans le Rhône, dans l'Èbre ou dans les sédiments du Nil, et au fur et à mesure qu'ils arrivent, que les sédiments sont charriés, ils arrivent en Méditerranée. Donc en Adriatique, c'est un problème moins important, mais tout simplement parce qu'il y avait moins d'industrie dans le bassin adriatique. Voilà. Sur les forêts, j'ai mis ça parce qu'on travaille un peu dessus, c'est juste pour mémoire, mais c'est vrai que on se rend pas bien. Si, justement, le chercheur dont je parlais travaille sur les feux de forêt. Quand on pense forêt, on pense souvent forêt d'Afrique centrale et tout ça, mais effectivement, les espaces forestiers méditerranéens sont différents des forêts d'Afrique centrale, mais dans l'écosystème, quand on analyse un peu la stabilité des écosystèmes, des forêts bien entretenues, ça peut être des bassins versants mieux protégés, c'est-à-dire que une forêt, ça capte l'eau, ça limite l'érosion, et donc quand on regarde autour d'un bassin versant, ces écosystèmes sont importants, et si on les abandonne, s'ils sont plus exploités, je parle sous le contrôle d'un expert, mais ils seront plus sensibles au feu, et une fois qu'ils sont brûlés, eh bien, il y aura plus facilement de l'érosion, évidemment, puisque tout sera parti. Donc, sur les déchets, la production est croissante, liée aux consommations des ménages. Là encore, ce qu'on disait tout à l'heure sur la sobriété heureuse, on doit pouvoir augmenter, enfin disons, est-ce que ça a vraiment un sens de continuer à augmenter notre consommation? Alors, l'élimination des déchets solides en mer, oui, pratique courante, c'est quand même en voie de disparition. En revanche, il y a des eaux usées collectées qui sont pas toutes traitées et épurées, c'est-à-dire il n'y a pas de station d'assainissement encore partout. Là, les chiffres sont un peu vieux, mais ça, en fait, depuis une dizaine d'années, là, on voit bien que les gros projets d'investissement sur ces usines d'assainissement ont un peu de mal à décoller. Effectivement, on préfère construire des usines de dessalement que des usines d'assainissement. On peut comprendre aussi, forcément, sur un plan politique, c'est plus rentable de fournir de l'eau que de l'épurer. Voilà. Alors, au niveau de la convergence économique, on a un écart nord-sud qui reste important, avec des taux de chômage records et des besoins d'emploi énormes, et un risque donc d'aggravation de la fracture nord-sud, qui est lié au fait que même si la transition démographique est passée, enfin est en train de se faire, il y a 34 millions d'emplois vers 2020, c'est-à-dire que il va quand même y avoir beaucoup de jeunes, il faut leur trouver un emploi, et ça, forcément, en tout cas dans les modèles économiques qu'on avait fait tourner à l'époque, et même aujourd'hui encore, on voit que c'est un défi de trouver un emploi pour tous ces jeunes. Chez nous, la démographie est moins dynamique, c'est aussi un défi, donc c'est encore plus un défi chez eux. En revanche, ce qu'on a démontré dans des études sur l'énergie, c'est que il peut y avoir du gagnant-gagnant en promouvant une meilleure efficacité énergétique dans les bâtiments. Parce que il y a un contenu en emploi de ces politiques d'efficacité énergétique qui est important et dans lequel, finalement, sur un plan économique, ça va économiser des ressources pétrolières, et on peut, c'est rentable de construire plus efficace énergétiquement, et c'est rentable aussi parce que ça crée de l'emploi. Donc des indices de développement humain. Donc l'indice de développement humain, c'est un indice qui croise le PIB, mais aussi la santé, l'éducation. Donc on voit que en 2011, on a encore, disons aussi là-dessus, une disparité nord-sud importante. L'indice parfait, c'est 1. Hein. Je ne sais pas si on arrive à lire.
Donc dans les pays de l'Europe, on est entre 0,8 et 0,9. Et des Balkans, on est encore à 0,7, 0,8. Et la Libye, du coup, est-ce que vous êtes endormi ou est-ce que vous savez pourquoi c'est meilleur que la Tunisie ou l'Algérie? En fait, ouais, voilà, c'est lié au PIB par habitant. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il y avait la santé, l'éducation, mais il y a aussi le PIB par habitant. Et je sais, je l'ai plus en tête, mais c'est vrai qu'avec le pétrole, il était assez important. Et c'est pareil, j'imagine. Enfin, j'ai pas regardé le détail. Ce serait intéressant de creuser ça. J'imagine qu'entre l'Algérie et le Maroc, c'est aussi le PIB par habitant et le pétrole derrière qui joue. Je suis pas sûr qu'il y ait une différence si notable que ça sur les questions de santé et d'éducation. En revanche, en Tunisie, enfin, ils ont quand même les phosphates qui les aident. Donc, sur le plan synthétique, pour avoir une idée aussi sur les questions économiques, donc un PIB par habitant plus élevé de 5 à 6 fois dans le nord. Alors, cette croissance plus forte au sud, alors évidemment, avec le printemps arabe, c'est à tempérer, mais en tout cas un potentiel de croissance quand même beaucoup plus fort. Donc un déficit de main d'œuvre sur certains domaines au nord. Et je ne sais pas si vous avez lu dans les médias, je ne sais pas si c'est le cas de certains ici. Paradoxalement, on a une situation de chômage qui est importante et je crois 500 000 emplois non pourvus en France dans des domaines parfois assez pointus, mais ingénieur en informatique, chaudronnier. Je prends souvent cet exemple-là, mais à Marseille, sur le site d'Eurocopter, ils ont systématiquement 200 offres d'emploi ouvertes qu'ils n'arrivent pas à remplir, et en particulier dans les métiers de technicien, enfin chaudronnerie, métiers assez techniques qui attirent plus du tout, qui ont voilà, donc ça c'est un point important. Vous avez l'impression que, enfin, peut-être qu'on s'éloigne du sujet, mais je crois pas, parce que si on veut vraiment régler les questions de l'environnement, il faut qu'on regarde aussi ces questions d'emploi et d'économie, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et puis des systèmes financiers, alors ça c'est essentiel, pas performant au sud et à l'est, c'est-à-dire emprunter de l'argent, créer une entreprise, c'est encore très compliqué. Et ça c'est vrai que c'est là où on a parfois du mal à faire passer notre message sur les questions environnementales, parce que quand vous allez voir un économiste, je parlais du ministre des Finances égyptien, lui, ce qu'il regardait, c'est éventuellement ces questions-là, parce que le moteur, c'était ces questions. Il disait, il y a quelqu'un qui veut créer un emploi, et qui veut créer une entreprise, il n'a pas d'accès au crédit, et donc c'est important que l'environnement soit pas vu uniquement comme une contrainte, mais aussi comme une opportunité, comme c'est ce qu'on essaie de vendre à travers l'économie verte, parce que sinon, en tout cas pour les économistes qui essayent de créer de l'emploi, on a du mal à être entendu, même si on peut leur expliquer qu'ils ont oublié la dimension sociale. Il ne faut pas qu'ils oublient la dimension environnementale maintenant, mais c'est pas forcément possible. Voilà, alors j'arrive à la fin, je crois qu'il me reste 7-8 diapos. Donc ça c'était une synthèse pour voilà, comment la Méditerranée, en tout cas les pays méditerranéens sur lesquels on travaille, c'est 5,7% de la terre mondiale, 6,9% de la population, 11% du PNB, 8% de la population urbaine. Un point important, ici particulièrement, 30% des touristes internationaux. En fait, c'est 30% des touristes, enfin des gens qui changent de pays, viennent en Méditerranée. Voilà. Donc 60% des water poor population, c'est les gens qui sont en dessous de 1000 mètres cubes par an et par habitant, et puis 7% des émissions. Voilà. Alors, les évolutions. Donc ça, c'est en bleu la population, en rouge le PIB. Donc on voit que il y a, c'est heureux,
une croissance, enfin c'est le PIB a cru plus vite que la population, c'est ce qui a permis de créer un peu plus d'emplois, même si pas suffisamment, puisque sans doute que les richesses liées à cette augmentation du PIB étaient mal réparties, en particulier au sud de la Méditerranée. Ça, c'est un point important aussi. C'est donc en violet l'utilisation de l'énergie par rapport à une base 100 en 1990. Donc, on a une augmentation de l'énergie qui est très importante. En revanche, par rapport à la tête d'habitant, cette augmentation est moins grande. C'est-à-dire une part de l'augmentation de l'utilisation de l'énergie est liée à l'augmentation de la population. Et encore plus important entre guillemets, c'est-à-dire que cette énergie, il faut de moins en moins d'énergie pour produire $1 de PNB. Et ça, je crois que c'est important, c'est ce qu'on appelle le découplage entre l'utilisation de l'énergie et la croissance économique. On peut imaginer des croissances économiques qui soient moins gourmandes en énergie. Bon, si on fait le diagramme sur le CO2, c'est un peu la même chose de toute façon. Donc avec, pareil, depuis 1990, une plus grande intensité énergétique, c'est-à-dire moins d'émissions de CO2 pour le même $de production de PNB. Alors, les changements dans les surfaces plantées, donc en rouge, on voit que la surface plantée en céréales en Méditerranée a une tendance globale à la baisse. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la pression foncière liée au tourisme ou aux habitations hein, et aux infrastructures. Malgré tout, parce qu'il y a une meilleure productivité, une augmentation de la production. Alors, pour finir, je finirai sur l'empreinte écologique. Vous connaissez l'empreinte écologique? Oui, non? Qui connaît? Ah, je vais expliquer un peu alors. Donc, c'est un concept qui vise à traduire l'impact sur notre mode de vie en hectares en fait. On calcule combien notre mode de vie consomme de terres cultivées, de pâturage, de zones de pêche, de forêts, d'empreintes carbone, de zones construites. On regarde, ça permet de voir comme ça que finalement on consomme plus de ressources que la terre n'en crée. Par exemple, aujourd'hui, on considère que l'an dernier, le 22 août, c'était Earth Overshoot Day, c'est-à-dire le jour au-delà duquel on tapait dans nos économies. On était au-delà des ressources. Ça, c'était au niveau mondial. On peut le faire au niveau méditerranéen. Donc, voilà. En fait, en clair, aujourd'hui, on excède la capacité de régénération de la Terre. Alors, sur ces diagrammes, vous avez en vert la biocapacité, c'est-à-dire ce que les pays méditerranéens, à travers leurs écosystèmes, peuvent offrir comme service écologique entre guillemets. Donc on voit, et puis en rouge, vous avez la consommation. Donc depuis et alors voilà, depuis les années 60, on est c'est 1960 à gauche et 2007-2008 à droite. Notre consommation est supérieure à la
à la capacité, au niveau méditerranéen. Au niveau mondial, c'est moins vrai. Donc, vous voyez les différents pays, et on se rend compte que avec cet indicateur-là, on est, voilà, on se plaint chaque jour du déficit budgétaire, mais là, quelque part, personne le dit, mais ça fait longtemps qu'on tape dans nos réserves sur le plan environnemental. Et alors, c'est ça qui est important, ce sera ma dernière diapo, c'est que ce qu'a fait, ce qu'on a fait d'ailleurs dans le cadre de la stratégie méditerranéenne de développement durable avec le Global Footprint Network, c'est qu'on a croisé l'empreinte écologique à gauche avec l'indice de développement humain en bas. Et vous vous rendez compte, là on a en bleu clair, on voit pas très bien, mais avec les flèches noires, vous voyez. Vous vous rendez compte que entre 2000 et 2007, le développement, ça veut dire, on arrive à augmenter l'indice de développement humain, mais en même temps, on augmente l'empreinte écologique. Donc typiquement, le développement durable, ce serait d'être ici, donc ce serait d'être inférieur à 1,8 hectares par habitant. Donc ça veut dire que si tous les habitants de la Terre étaient à ce niveau-là, on serait pas au-dessus des consommations. Et ce qu'il faut, c'est inventer un modèle de développement dans lequel on arrive à augmenter l'indice de développement humain tout en restant idéalement dans cette boîte verte qui est la boîte du développement durable. Alors, le souci, c'est que là, de toute façon, il est tard et puis je vous ai déjà pas mal assommé. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur cette notion d'empreinte écologique. Et c'est vrai que ça pose une vraie question parce que je ne sais pas si vous avez déjà calculé un PIB, je sans doute pas, mais je peux vous dire que dans un PIB, il y a des tas de choses pas très, c'est calculé. Par exemple, le PIB, ça, quand il y a un accident de voiture, le PIB augmente parce qu'en fait, il faut une nouvelle voiture, il y aura des dépenses de santé pour soigner les gens. Et ben malgré tout, tous les jours, finalement, je vais être un peu brutal, mais une manière radicale d'augmenter notre PIB, ce serait d'avoir plus d'accidents. Donc, je dis ça paraît un peu provocateur, mais sachez que sur l'empreinte écologique, qui a des détracteurs sur le plan théorique, eh bien, malgré tout, personne ne remet en cause le fait qu'elle traduit bien une pression de nos modes de vie sur l'environnement. Eh bien, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas. En revanche, tous les matins, on nous dit il va y avoir 0,1% de croissance. Franchement, qu'est-ce que ça veut nous, ça nous dit rien, quoi, en fait. Et alors, on verra avec l'empreinte écologique. Là, au niveau mondial, suite à Rio, ils ont cette notion d'objectifs de développement durable qui vont se développer, qui sera peut-être, en tout cas, moi je pense que sans aller jusqu'à la sobriété heureuse et tout ça, qui est difficile à défendre politiquement, et même si j'y crois personnellement, c'est compliqué sur le plan, disons que c'est difficile de trouver un consensus autour de ça. Je crois que finalement, à travers ces indicateurs, peut-être inventer des manières plus pédagogiques de les présenter, on peut, et à travers des diagrammes de ce type-là, d'ailleurs je pense que je vais avec les gens avec qui on le fait, on va peut-être le changer parce que tel qu'il est présenté là, ça oblige à redescendre. Donc en fait, quelque part, je me demande si on ne devrait pas inverser l'empreinte écologique, juste l'échelle, de manière à ce que la case du développement durable soit en haut. Et c'est là où on revient un peu à la question que vous posiez tout à l'heure. Je pense que, et là encore, c'est pas démontré scientifiquement, mais quelque part, il faut montrer qu'il y a un avenir qui est possible, dans lequel il y a du davantage, pour reprendre un terme ignatien, mais
un autre davantage et pas le plus du consumérisme dans lequel on est jusqu'à maintenant. Bon voilà, vous me connaissiez pas, je suis très bavard et vous avez de la chance parce que je suis très fatigué, je me suis levé tôt et j'ai travaillé toute la journée, sinon je vous en aurais dit beaucoup plus. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. On va encore un petit peu vous faire travailler. Si jamais il y a des questions, du coup, sur cette deuxième partie. Relativement beaucoup plus d'argent que sur la rive sud. Et donc, il y a des structures économiques, juridiques, politiques, etc., qui permettent d'avoir une vraie politique de développement durable, s'il y a une volonté. Ensuite, sur la rive sud, il y a l'Algérie et la Libye qui a du pétrole et du gaz, et donc qui ont une certaine PIB qui est assurée sur quelques dizaines, une trentaine, une quarantaine d'années. Mais ensuite, il y a l'Égypte, la Tunisie, peut-être le Maroc, qui dépendent beaucoup du tourisme. Et c'est des pays qui ont des économies qui sont très très fragiles. Est-ce qu'on peut dire qu'en réalité que ces pays peuvent parler d'une économie de développement durable? Est-ce qu'ils ne sont pas simplement d'une sorte de logique de survie socio-économique et non pas des développements durables avec des stations d'opération, en tout cas des logiques qui sont de mettre en place des systèmes qui sont vraiment durables? Alors, l'Égypte était exportatrice de pétrole et de gaz jusqu'à une vingtaine d'années. Juste pour, je vais répondre à votre question, mais pour vous dire que ça peut bouger pas mal. Et je viens de lire un papier qui montre que l'Algérie et alors l'Égypte. Alors, ce qui est terrible, c'est que figurez-vous, alors je l'ai pas dit, mais 10% du PIB de l'Égypte sert à subventionner les énergies fossiles. Et alors, ça aggrave encore la situation que vous dites, c'est-à-dire que il y a des ressources budgétaires de l'État égyptien qui servent à subventionner des choses qu'on importe, puisqu'ils n'ont plus assez de pétrole. Et en Algérie, sur le gaz, ils commencent à avoir des signes dans lesquels leur production en gaz conventionnel s'est stabilisée et quelque part, le prix qu'ils ont en interne, bientôt, va être inférieur à leur prix de revient. Donc voilà. Alors, et aussi, en fait, et c'est vrai que moi-même, avant de travailler au Plan Bleu, j'avais ça en tête. Pourtant, j'ai habité 2 ans en Tunisie, donc j'aurais dû. La Tunisie n'était pas si dépendante du tourisme que ça. C'était 10% du PNB tunisien. Donc la Tunisie, et ça tourne encore, du textile, alors qu'a souffert avec les exportations, enfin avec le développement du Bangladesh, mais qui revit un peu avec une certaine forme de relocalisation et puis aussi avec le consumérisme, parce que moi je vais jamais dans ces magasins-là, mais il paraît que les collections changent toutes les 6 semaines et du coup c'est plus compliqué de faire venir parce que la mode change rapidement et c'est plus facile de faire produire en Tunisie ou en Turquie. Donc il y a quand même donc et puis il y a aussi des équipementiers automobiles. Il commence à y avoir des sous-traitants d'Airbus qui sont aussi dans ces endroits-là. Au Maroc, on connaît bien l'usine de Tanger et puis je l'ai dit, c'est vrai au Maroc aussi, mais c'est vrai aussi en Tunisie. Et c'est pareil, on le connaît peu. Il y a pas mal de phosphate. Enfin, c'est pas énorme, mais par rapport aux économies. Donc voilà, ces pays-là ont aussi des atouts. Je crois surtout que finalement, il y avait un slogan, on disait, nous on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Le problème du pétrole, et on le voit en Égypte et tout ça, c'est que ça nous empêche d'avoir des idées, quoi. Mais je suis pas bien certain que ce soit avec cette marge de manœuvre budgétaire. La marge de manœuvre budgétaire, c'est vrai que on a l'impression que voilà, ça permet d'investir pour la durabilité, mais il y a peut-être des choses plus radicales en termes de changement de conception de la manière dont on développe l'économie qui peuvent être faites. Objectivement, c'est vrai que
c'est plus facile d'avoir de l'argent pour développer une politique. Mais quand on regarde concrètement, à part les Norvégiens qui gèrent leurs ressources pétrolières de manière très durable, jusqu'à maintenant, que ce soit les monarchies pétrolières et tout ça, ils n'ont pas vraiment pris conscience que ça. Moi, en tout cas, quand je me balade, j'ai la prise de conscience et peut-être parce qu'il y a aussi dans les il faut regarder aussi les structures de décision en Libye avec le changement qu'il y a eu. Peut-être qu'il y a une fenêtre d'opportunité. En Algérie, je suis assez dubitatif. Et en Tunisie, en fait, je pense que jusque dans les années 2000, ils étaient assez précurseurs. Et puis après, c'est parti complètement en live. C'est-à-dire qu'il y a eu une partie de la population s'est accaparée complètement les biens. Ils ont continué à faire mine de faire du développement durable et tout ça, mais il n'y a rien eu de vraiment changé. Et du coup, voilà, cette marge de manœuvre pour investir, des fois, elle nous empêche de réfléchir. Si vous voulez bien, j'ai une question à vous poser et passer de l'empreinte écologique à l'empreinte spirituelle. On se pose souvent la question en fait du sens de notre vie, du sens voilà de l'unité avec notre lieu professionnel. Voilà, ben vous avez certainement l'occasion vous êtes un chrétien, donc vous avez certainement l'occasion voilà d'avoir une perméabilité voilà, de votre foi au travail. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivé au Plan Bleu, évidemment, comme Pierre l'a fait, mon nom a été googlé tout de suite et les gens sont tombés sur un site de la communauté de vie chrétienne qui s'appelle Chrétiens co-responsables de la création, les gens du Plan Bleu. Et c'était en fait le directeur de l'époque et puis un responsable d'unité qui m'avait fait venir et les gens qui avaient googlé mon nom sont allés les voir et puis on dit oh, mais c'est un créationniste parce que en fait il y a tellement peu de culture religieuse au sein du Plan Bleu que enfin de la société en général, hein, faut être honnête, que les gens ont cru ça. Alors, il se trouve que non, je suis pas créationniste, mais effectivement, c'est une question qui m'habite depuis longtemps. Donc, je suis membre donc j'ai rencontré, j'ai fait du MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, quand j'étais petit, et j'y ai rencontré ma femme. Donc, c'est un mouvement d'inspiration ignatienne. Pas mal basé sur la pédagogie du choix et sur la construction de l'unité de sa vie. Donc forcément, c'est des choses qui me touchent. Ça n'a pas été le cas. Je veux dire, j'ai pas consciemment choisi l'environnement avec une retraite selon les exercices. Hein. Je le découvre un peu après, et en particulier au sein de l'atelier chrétien co-responsable de la création de la communauté de vie chrétienne, qui cherche à creuser comment la conversion à laquelle le Christ nous appelle passe par le changement de nos modes de vie, à la fois concrètement au jubilé, quand il y a des rassemblements, on essaye de promouvoir le covoiturage, des choses un peu concrètes, et puis aussi sur un plan plus théorique, en faisant intervenir des économistes ou des gens comme François Heuvet, qui est le doyen de la faculté des théologies du Centre de Sèvres, qui est un théologien qui creuse cette question de la création et pour qui effectivement il y a pas d'un côté un peu notre vie spirituelle et puis dans notre rapport à la création, dans ce que vous appeliez tout à l'heure la sobriété heureuse, il y a certainement, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, une voie pour rencontrer le Christ. Mais ça, j'en ai convenu avec Bérénice. Aujourd'hui, je suis intervenu comme directeur du Plan Bleu et dans ma vie au quotidien, je le cache pas, mais je le crie pas sur tous les toits. Et c'est important d'évangéliser à l'extérieur. C'est aussi, en tout cas,
mon expérience, c'est que, en particulier l'Église catholique, c'est sans doute moins vrai chez d'autres chrétiens, a beaucoup de pas à faire dans l'intégration de ces questions d'environnement. C'est assez, c'est l'inculture qu'on a sur ces questions-là et le fait que voilà, ça a pas l'air de nous concerner est assez affligeante. Alors, des démarches comme Diaconia ont été très bonnes là-dessus parce que évidemment, dans Diaconia, on a vu plus la question autour des précarités sociales, mais en tout cas pour avoir suivi un peu cette démarche-là, il y avait de ça. Donc en tout cas, je me sens appelé évidemment à témoigner de ma foi dans la limite de la laïcité, mais voilà, c'est pas, les gens dans mon travail savent très bien qu'il y a un lien entre les deux, mais ça marche aussi dans les deux sens. Je pense que dans l'Église, ces questions environnementales sont vraiment à creuser. Et pour finir, ouais, je l'avais dit tout à l'heure, en tout cas, je pense que ce qu'on peut subvertir, c'est cette notion de croissance. Et je pense que autour de la croissance spirituelle, autour du magisme, du davantage, c'est-à-dire avoir une croissance où c'est une croissance vers plus de sens et pas une croissance vers plus de biens, de cadeaux, voilà, de consommation. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. Juste pour terminer, quelques informations. Vous trouverez comme toutes les fois à la sortie une petite caisse par rapport à la participation qu'on vous demande, qui permet de faire vivre le groupe de Sophia Deo, qui permettra aussi d'aider certaines personnes, certains étudiants à participer au pèlerinage qui se passe en Terre Sainte cet été. Voilà. Vous trouverez également toujours les 3 feuilles pour vous inscrire si vous êtes intéressé pour connaître d'avance les thèmes des conférences, pour les jeunes, pour le groupe de Sophia Deo le jeudi, et j'oublie le 3e, le pèlerinage. Du coup, voilà, si vous êtes intéressé, pareil, il y a des tracts et vous pouvez vous inscrire. La prochaine conférence aura lieu le 13 février, donc c'est pareil, c'est toujours le jeudi. Ce sera une soirée un petit peu spéciale qui tournera sur des témoignages, du partage. Ce sera les conditions du dialogue interreligieux. Voilà, donc il y aura des intervenants des grandes religions. Donc, comme d'habitude, pensez à vous inscrire, comme ça vous aurez le tract qui vous sera envoyé avant et vous pourrez le faire partager. Merci beaucoup.